Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais cette courte vidéo pour un peu essayer de voir ensemble la correction et comment vous auriez pu rédiger des éléments pour ce premier CC. Tout d'abord, j'ai mis plus de points sur le premier exercice et normalement ça a aidé un peu tout le monde. C'est-à-dire que la moyenne générale est beaucoup plus haute parce qu'il y avait 4 points, pardon, rien que pour le premier exercice, et puis le point de correction grammaticale, etc., a pu aussi aider à arrondir des moyennes, à arrondir des notes, à les remonter un petit peu, bref. Première chose, on va regarder les éléments qui sont soulignés, qui sont les éléments qui étaient les choses importantes du premier exercice. On voit tout d'abord, she sits in the roller chair, et in the roller chair, c'est l'élément qui était souligné dans le premier syntagme. Je vous rappelle encore une fois, et ce sera le cas pour le CC4, hein, c'est-à-dire le second CC du deuxième semestre, et ce sera aussi le cas pour la seconde chance. Je vous rappelle que les éléments qui sont à savoir étiqueter, c'est tous les éléments grammaticaux. C'est-à-dire que je ne regarde pas que ce qui est au programme, et je prends garde aussi à sélectionner des choses qui peuvent poser problème ou qui peuvent être intéressantes, comme c'est le cas ici. She sits in the roller chair. Ce qui est super intéressant là, me semble-t-il, et si je fais ça, ouais, vous le voyez, ok, c'est que sit, c'est un verbe qui n'a pas besoin d'un argument derrière lui, hein. C'est-à-dire que c'est un verbe intransitif. Ce qui veut dire que in the roller chair, qui est introduit par la préposition in, qui est donc sa tête, est un groupe prépositionnel. J'ai refusé évidemment des réponses du type groupe prépositionnel nominal, parce que c'est pas le cas, hein. C'est soit un groupe prépositionnel, soit un groupe nominal, mais on peut pas être tout en même temps. Et donc là, c'est un groupe prépositionnel seulement. C'est un groupe prépositionnel qui est pardon, un CCL, hein, un complément circonstanciel de lieu. Et donc un complément circonstanciel de lieu, c'est tout simplement un élément comme ça. La chose mauvaise à dire, la raison pour laquelle j'ai sélectionné ce segment, c'est que j'imaginais, et malheureusement je me suis pas trompé là-dessus, que certains d'entre vous puissent penser à un COI, par exemple, hein, un complément d'objet indirect. C'est pas le cas ici, hein. Le verbe sit, Katarina sat before Ames' desk, ça fonctionne, hein. Ou she sits before his desk, ça fonctionne. D'ailleurs, j'aurais pu souligner le before his desk, mais je me suis dit que j'allais pas le faire parce que c'était vraiment beaucoup plus dur, parce qu'on a la préposition before qui est en fait une préposition, encore une fois, de lieu et non pas de temps. Donc méfiez-vous vraiment de ce genre de choses-là. C'est un syntagme prépositionnel, c'est sa nature, dont la fonction est complément circonstanciel de lieu. Point. Ok, because she's his boss. Alors, là, on rentre dans des propositions, hein, puisqu'il y a un verbe. C'est forcément une proposition. S'il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de proposition. Je l'ai écrit 20 fois sur vos copies. Par pitié, un groupe, un syntagme, c'est un mot général. Mais on est un groupe nominal si on a juste des noms, ou si la tête est un nom. On est en revanche une proposition quand il y a un verbe à l'intérieur, hein. Donc faites très attention, ici il y a un verbe, c'est donc une subordonnée, hein. C'est une subordonnée, alors on le sait pourquoi, on le sait parce qu'il est introduit par because. Ça c'est un point sur les adverbiales qu'on n'a pas encore regardé, mais il se trouve que c'est une subordonnée, ça c'est sa nature, et sa fonction c'est une adverbiale, hein. Vous le voyez bien, il y a la conjonction de subordination because, qui montre donc son rapport à la principale, hein. Ames nearly always goes to her office, machin. On aurait pu mettre celle-ci ailleurs. On aurait pu aussi l'enlever. On verra la différence entre différents types d'adverbiales, mais en très gros, hein, il y a des adverbiales qui sont obligatoires, des adverbiales qui sont optionnelles. Ici, c'est une adverbiale qui est optionnelle, mais ça nous est égal. La nature, c'est donc proposition subordonnée. La fonction, c'est adverbiale, adverbiale de cause, hein, puisque because. Alors ne me mettez pas des adverbiales de raison, etc. J'ai neutralisé, hein. J'ai accepté ce type d'explication-là, mais
Évidemment, là, ce qui est important, c'est vraiment de me parler de proposition subordonnée adverbiale. Point. Ensuite, vous aviez sur le même sujet, j'essaie de scroller, mais je n'y arrive pas parce que j'ai pas de barre de scrolling. En revanche, je peux faire ça. Dans la fin du texte, on avait les deux suivantes. On avait donc le mot aware. Et ici, je pensais que ça allait être facile, parce que c'est pas censé être une vraie difficulté, hein. C'était juste un petit test. Évidemment, vous le voyez, aware, c'est un de ces adjectifs comme plein d'adjectifs qui commencent par A, hein, afraid, aware, asleep, alone, etc. Il y en a plein, ce sont des. Bon, bref, c'est un truc de grammaire dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant. C'est un adjectif qualificatif. Ça, c'est sa nature. Hein, c'est pas autre chose et il a une tête de rien d'autre qu'adjectif qualificatif. Attention, je le dis aussi parce que j'ai dû compter faux certaines copies. Si vous me dites adjectif qualificatif épithète, épithète c'est une fonction. Épithète ça veut dire que le truc il est normalement juste avant un mot. Hein, alors bien sûr ça marche pas avec aware, vous le savez, il y a beaucoup d'adjectifs qui commencent par A qui peuvent être utilisés que en position attribut comme c'est le cas ici. Mais normalement on imagine que alors an asleep child, both a sleeping child, ça fonctionne. Hein, vous voyez, ce serait wary, peut-être c'est pas exactement le même sens, mais c'est la même racine, hein, l'adjectif qui serait proche de. Mais an aware person, ça fonctionne pas. Hein. He is aware, c'est donc, enfin aware ici, c'est donc l'attribut du sujet he, car c'est un adjectif qualificatif. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et par pitié, s'il est épithète attribut, c'est que vous avez faux. Hein, j'ai dû enlever les points. Le dernier élément, c'est cet élément très long. By telling her that he wants to wait for official confirmation. Alors là, je passe sur un autre... voilà, je vous montre un autre élément de mon tableau parce qu'en fait, j'ai besoin de le décomposer pour vous. Alors, merde. Pardon, excusez-moi. J'ai fait mauvaise manip. Mince. D'accord. Excusez-moi, hein, c'est l'ordinateur de la fac, donc j'essaie de faire des trucs avec, mais ça fonctionne pas très bien. Donc, by telling her, là jusqu'ici tout va bien. Nouvelle proposition. Touc. That he wants. Deuxième proposition. Petit espace. To wait for official confirmation. Et là, je referme. Ça. J'ai 3 propositions, comme vous pouvez le voir ici. 3 verbes égale 3 propositions. Mais la consigne, excusez-moi, était censée être claire. C'est-à-dire que la consigne était claire. Hein. Vous la voyez ici, alors elle est un peu croppée, voilà. Attendez, je vais faire un truc comme ça plutôt. Voilà. Donner la nature de la fonction des segments. Si plusieurs mots les composent, donner la nature des segments seulement, hein, pas des éléments constitutifs, si ce n'est pas indispensable à l'identification. Ici, ce qui me semble indispensable, puisque c'est lui qui est le plus enchâssant, c'est le grand ici. Hein. Pas les deux autres, en fait. Et alors, par pitié, s'il y a un verbe, il y a une proposition. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'entre vous sont arrêtés à 2, alors que, en fait, vous voyez bien, il y en a 3. Ça, c'est le principe de l'enchâssement. Et en très gros, il faut prendre en compte le by telling her that he wants to mention. Parce que je ne pouvais pas juste arrêter à by telling her. Hein, vous imaginez bien. Donc il fallait que j'ai toute la suite de ces éléments-là. J'ai arrêté avant le before, qui là pour le coup est vraiment introduisant un CCL, enfin une adverbiale de temps. Donc, he can no longer delay, tout va bien. He can delay, ça c'est le verbe, delay. By telling her, c'est ici une proposition adverbiale, encore une fois. C'est juste une très grosse proposition adverbiale. C'est une très grosse proposition adverbiale à mode impersonnel. C'est une très grosse proposition adverbiale à mode impersonnel de manière. Hein. C'est un complément circonstanciel de manière.
en lui disant qu'il voudrait attendre d'avoir des confirmations officielles. Derrière, effectivement, il y a une nominale. Hein. That he wants, c'est une nominale. He wants what to wait, c'est une deuxième nominale. Il y a nominal, nominal. Les deux sont enchâssés dans une adverbiale. Et ça me semblait pas extrêmement compliqué. Là, il fallait ne pas paniquer. Cet exercice, en fait, il est inspiré. En fait, c'est ça que je trouve intéressant dans cette reprise, c'est que je fais des reprises en vous expliquant aussi pourquoi j'ai choisi ça. Cette reprise-là, elle est inspirée de toutes les frustrations que vous avez peut-être eues. En tous les cas, moi, ça m'est arrivé en maths quand j'étais très très jeune. Et qu'on m'a montré que tout ce qui était multiplié par 0 égale 0. Parce qu'on ne fait pas de multiplication par 0. Plutôt, la multiplication par 0 montre que la quantité va être nulle. Et donc, évidemment, pour tester ça, qu'est-ce que font les profs de maths en 6e, 5e, 4e 4e, c'est peut-être un peu vieux pour ça. Et ben, ils font des énormes calculs. Et puis, ils vous collent un 0 quelque part. Mais en fait, le début, c'est plein d'autres chiffres, plein d'autres chiffres, plein d'autres chiffres, des machins, et je ne sais quoi, des multiplications avec des fractions, enfin des choses un peu baroques, et il y a un zéro qui est niché quelque part. C'est exactement la même chose que j'essayais de voir en vous mettant cet exemple-là. C'est-à-dire, ce que j'essaye de voir, c'est la finesse avec laquelle vous résolvez vous groupez les éléments, vous parsez, hein, c'est-à-dire que vous découpez la phrase. Et là, il fallait vraiment voir la phrase dans son ensemble. Je ne sais pas si c'est clair alors que c'est en mode sombre mon Word, mais bon, écoutez, ce sera comme ça, puis on espère que ça vous ira pour comprendre ça. Voilà pour en ce qui concerne la logique générale qui entourait ces 4 premiers exercices. Enfin, ces quatre premières identifications. Maintenant, la grande question, c'est l'analyse de segments en suivant la méthodologie du cours. L'analyse de segments sur 5 points était donc faite de la 3, 2, 1. L'identification, nature fonction, sur un point. La problématique, sur un point. Le raisonnement, sur 3 points. Et vous en aviez 3, 15 points, plus les 4, plus le point de orthographe, style, etc. Ça me semblait relativement correct. Et effectivement, c'est un barème très arrangeant. C'est la raison pour laquelle j'ai pas de notes trop basses. Bien évidemment, les notes très basses sont des notes qui reflètent un manque d'engagement. Puisque les notes très basses, en très gros, hein, c'est soit vous avez paniqué, vous avez mis n'importe quoi, soit de toute façon, la grammaire, c'est pas votre truc, vous travaillez pas en grammaire. Et donc, bah, évidemment, vous récoltez exactement ce que vous avez semé, quoi. Ce type de barème bienveillant, je voulais le tester là pour cet exemple, enfin pour cet examen. Je pense que je vais rester sur ce type de lignée là aussi pour le deuxième CC et la seconde chance. Mais à voir aussi avec la seconde chance, la façon dont on s'organise avec les collègues. Bref, tout ça pour continuer donc maintenant sur le premier élément qui était, alors qui est un peu trop haut pour vous, tout, voilà, overlooking a small parking lot. La grande difficulté de ça, hop, voilà, c'est l'identification fine de cette chose-là. Ce qu'on va essayer de faire dans la correction, hop, voilà, ça va être de rédiger peut-être ensemble. En rédiger ensemble égale, je vais vous donner des grands éléments, hein, pour pouvoir pour faire la chose la plus intéressante, me semble-t-il. Hein. Donc l'énoncé, ou le segment, est composé d'un groupe pas prépositionnel, d'une proposition, pardon, d'ailleurs introduite par rien du tout, hein, dont le verbe non conjugué, puisqu'il n'est pas conjugué, et overlook. Ah, ça va m'embêter. Alors attendez, je vais essayer de diminuer ça. Voilà. Dont le verbe non conjugué est overlook à mince. Ouais. À la forme
Alors, c'est pas une forme, parce que ce serait une... voilà, à l'aspect progressif. Ou alors, avec le morphème. ing. Quelque chose de ce style-là, moi, ça me semble raisonnable comme début d'explication. Je remets les lunettes parce que sinon, je vois absolument plus rien. Ok. Là, pour le moment, je donne la nature. Hein. Et donc ça, égale... Mince, la souris, elle n'arrive pas à passer de l'autre côté. Parce que voilà, ok. Donc là, c'est la nature que je viens de baliser. Je vous le mets, hop, dessin. Non, je vais pas faire ça. Hein. Ah, purée. Donc, voilà, et... ouais, j'organiserai ce Word après. Donc, cette... Alors là, vous pouvez tout de suite dire que en fait, le overlook, c'est un girondif. Hein. Cette proposition est une... Et c'est là l'énorme problème. Alors, certains d'entre vous se sont dit, c'est une adjectivale, c'est-à-dire une proposition relative. C'est pas une proposition relative. Une proposition relative, il y a forcément un verbe conjugué dedans. On l'a vu ça, hein. Une proposition relative, et alors, arrêtez d'utiliser le terme adjectival. Je vous en ai parlé uniquement parce que j'étais pas sûre que mes collègues en avaient parlé. Je sais que c'est très séduisant, mais c'est des nomenclatures qui sont obsolètes et qui, comme vous le pouvez le voir, vous mettent dedans. Ne les utilisez pas. Je vous en ai parlé parce que j'étais pas sûre que mes collègues vous en avaient parlé et pour vous illustrer les types de rapports qu'entretenaient les phrases et les éléments les uns par rapport aux autres. Ici, c'est pas le cas. Hein, c'est pas une relative, parce qu'il manque plein de trucs. Il manque un verbe conjugué, il n'y a pas d'antécédent. Enfin, l'antécédent serait window, mais ça marche pas tout à fait comme ça. C'est là qu'est la difficulté. La difficulté, c'était soit me prouver que ça ressemble vachement à une relative, soit me prouver que c'est nominal, qui est en fait une complétive. Ça, c'est ce qu'on appelle une complétive. Ça a strictement la tête d'une complétive. C'est la difficulté, en fait, d'avoir un truc qui s'appelle nominal et qui regroupe deux catégories qui sont extrêmement proches, sachant que relatives, elles sont d'un côté, et que adverbiales, elles sont de l'autre. C'est trois, quatre choses très différentes. Mais fiez-vous à ce que Marc, non, mince, je pensais l'avoir là, mais je l'ai pas. Là, c'est là. Ok. Fiez-vous à ce qu'ils nous racontent. Hein. Et eux, ils font pas la distinction entre les trois. Donc, comme ils font pas la distinction entre ces trois éléments-là, c'est pour eux juste des subordonnées nominales à mode impersonnel. Hein. Et donc, j'ai pas mieux que ça. Voilà. Donc, cette proposition est une subordonnée. Parce que, évidemment, il y a un verbe. Donc, c'est une subordonnée nominale à mode impersonnel. Voilà. Soit je le mets avant, le mode impersonnel, soit je le mets après, etc. etc. Là, je me fie à ce que vous pouvez trouver dans le chapitre, quoi, c'est chapitre 26. C'est tout ce qui est en ing, hein, si vous voulez. Bref. On continue là-dessus. Ma problématique, ça va être en quoi cette subordonnée, parce qu'on l'a vu, en fait, quand on y réfléchit, est une nominale, alors qu'elle pourrait être un autre type de subordonnée. En fait, il y a une ambiguïté vis-à-vis de l'identification de ce type de subordonnée-là. Tout d'abord, donc, le mot dont... Alors, le mot... l'élément, plutôt. Si c'est une subordonnée, tout d'abord, il faut dire à quoi elle est inféodée. Hein. Donc, l'élément auquel elle se rapporte est l'objet direct de la principale. Alors, il faut citer ce genre de choses-là. Hein. Il faut montrer que vous avez compris où étaient les éléments. Hein. One window.
Euh, one window. Donc jusqu'ici, tout va bien. Comme c'est une fenêtre, est-ce que vous voyez bien le truc? Parce que moi, je suis pas sûr. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Comme c'est une fenêtre, alors, comment dire, ça a l'air d'être con de dire ça, mais en fait, c'est pas con du tout. Mais il faut faut que vous le disiez, en fait. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire, hop, avec bien les tirets entre, c'est-à-dire un élément non animé, non humain. D'ailleurs, là aussi, il faudrait des tirets. Là, le choix, merde, pardon, voilà, c'est ça. Le choix de l'élément qui n'est pas tout à fait l'agent, mais qui est celui qui ferait l'action si jamais, c'est-à-dire du sujet, plus ou moins, hein. Il est important pour déterminer la portée du verbe après. Donc n'oubliez pas ça. Là, vous voyez, je parle de one window, c'est-à-dire le syntagme nominal de la principale, auquel celui-ci est relié. Mais 3, 2, 1. Mais bah, alors, je vais me retrouver une fois que j'aurai continué à écrire en fait. Mais one window, forcément, si ça overlook, c'est pas une action, c'est une activité, mais c'est pas une activité normale, c'est une activité qui est pas une activité puisque c'est un état en fait là. C'est-à-dire que moi, je fais des trucs, et là, je pourrais être en train de dire, je suis en train d'enregistrer une vidéo, et effectivement, là, il n'y a pas de fin dans ce que je suis en train de faire, c'est une activité. Où j'enregistre des vidéos pour mes étudiants, bah, j'en fais de façon sérielle, j'en fais, je sais pas, 10 par an, donc j'enregistre des vidéos pour mes étudiants. En revanche, je sais pas, une fenêtre qui donne sur la rue, par exemple, bah, en fait, elle ne le fait pas activement. Elle le fait juste tout le temps, et tant qu'il y a une fenêtre, elle va donner sur la rue. Donc c'est plus ou moins un truc d'état en fait. Et c'est ça que je voulais que vous essayiez d'expliquer. Donc, comme c'est une fenêtre, c'est-à-dire un élément animé dans une main, donc elle n'est pas agente à proprement parler, mais l'action d'overlook décrit simplement la façon dont elle est placée. En gros, tant que cette... là, j'insiste un peu, hein, mais tant que cette fenêtre existe... Ah, mince. Elle donne sur un petit parking. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous étaient partis sur parking. Là, c'était des analyses à la N of N. Et évidemment, si vous partiez... Là, je m'adresse plutôt aux étudiants qui ont décidé de ne pas bosser en grammaire. C'est votre choix légitime, hein. Mais c'est juste que pour sauver les meubles, vous allez me faire des problématiques sur le sujet du semestre. Pas sur le choix de E, par exemple, hein. Je m'en fous complètement. Ce semestre-là, je peux même pas vous mettre un demi-point sur le choix d'une problématique qui n'est pas adaptée. Puisque, je sais pas, c'est comme si on était en train de faire de la médecine et que vous étiez en 8e année de médecine et que soudain vous me ressortiez des trucs de première année. On fait pas ça. C'est pas le cas du semestre. Donc ne sortez pas n'importe quoi. Là, c'est l'identification du type de subordonné qui est important. Et vous auriez pu dire ça, hein, le type de subordonné. Mais E par rapport à the, bah, c'est ridicule en fait. Enfin là, ça n'a plus de sens. Parce que ça n'est pas adapté. Hein. C'est pas ridicule parce que c'est ridicule. Dans l'absolu. Ex nihilo, c'est pas ridicule. Au premier semestre, c'est pas ridicule non plus. Ici, c'est juste très problématique parce que vous voyez pas du tout ce à quoi correspond comment s'appelle, ce à quoi correspond cet exercice-là, hein, cet exercice qui est un exercice qu'on refera derrière. Si jamais vous continuez vos études d'anglais, il y a de fortes chances pour que vous fassiez de la grammaire en master, que vous fassiez de la grammaire au concours de l'agrégation du CAPES. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de voir si vous pigez où tombent les trucs, quoi.
Donc tant que cette fenêtre existe, elle donne sur un petit parking. Tout va bien jusqu'ici, bon. Parking lot, on imagine que c'est en fait un truc sédimenté. Je vais faire un point là-dessus parce que je l'ai vu dans plusieurs copies, hein. C'est une sédimentation d'une activité, effectivement, parking. C'est l'action à laquelle on utilise ce lotissement, hein. C'est ça, hein, si on doit décomposer vraiment parking lot. Donc parking, c'est un nom déverbal qui vient bel et bien de l'activité, et du coup, ça est analysé avec comme un NN, hein, comme une structure N de N1, en gros. Mais, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Donc, il y a un ING, mais c'est un ING qui est pas un ING à observer. Bref. Tant qu'il y a une fenêtre, elle donne sur ce petit parking. Cette subordonnée, alors je sais que certains d'entre vous aiment bien poser des questions, et franchement ça marche bien, hein. Cette subordonnée est proche d'une relative, puisqu'elle donne des caractéristiques de cette fenêtre. Ainsi, nous pourrions la remplacer par une vraie relative, hein, which overlooks a small. En revanche, voilà, qui n'en changerait pas beaucoup le sens. En revanche, le verbe deviendrait conjugué au présent simple. Hop. Alors par pitié, ne m'inventez pas des temps verbaux. Je le dis parce que je suis frappée de voir que des gens me parlent de prétérit simple. Est-ce que pour vous, le prétérit simple, c'est le prétérit sans le progressif? Ou est-ce que pour vous, c'est une espèce de nouveau temps, comme il y aurait je sais pas, comment dire, le past perfect simple ou le past perfect composé ou un truc un peu comme ça. Dans les copies que j'ai lues, c'était plutôt du globi-boulga de confusion. N'oubliez pas que le temps, c'est présent et passé en anglais, hein. Les temps de ce présent, c'est le présent. Les temps du passé, c'est le prétérit et le parfait. Le parfait, c'est une adjonction d'un auxiliaire au présent ou au prétérit et d'un verbe plus en, hein. Ça, c'est un rappel de base. Le fait qu'un verbe soit simple ou progressif, c'est une question d'aspect. Et on a déjà fait ce cours qui différencie time, tense and aspect. Normalement, vous connaissez la différence entre les trois. Il n'y a que deux temps en anglais, deux temps, temporalité en anglais, c'est présent passé. Il existe donc time, hein. Les tenses, il en existe trois, parce qu'en fait ce sont des bricolages, mais en fait le vrai bricolage c'est est-ce que c'est au présent, est-ce que c'est au prétérit, et est-ce que derrière je suis obligé de mettre une base en. En gros c'est 0, ed, en, c'est ça les trois façons de voir les tenses, hein, si vous voulez, et en plus dessus on rajoute l'aspect ing ou l'aspect simple, hein, l'aspect progressif ou l'aspect simple. On a aussi les voix qui sont la voix active, la voix passive, etc. Mais bon. Donc ouais, en revanche, donc le verbe deviendrait conjugué au présent simple, car il a une valeur de vérité générale, en gros, hein. De vérité générale, le procès se vérifie en tout point, en tout point du temps, hein, si vous voulez. Voilà. Le recours à un verbe à l'aspect progressif ou à mode impersonnel s'accompagne aussi du fait qu'il n'est pas de sujet. A small
Non, pardon, a window. C'est one window. Donc, évidemment, le sens de cette phrase, c'est dans son bureau, c'est un peu pourri, il n'a qu'une fenêtre, et la fenêtre donne sur le parking, ce qui est quand même pas l'endroit le plus sympa c'est pour ça qu'on a un one et pas a window. Hein. One window, alors. For one window overlooking. Vous voyez que ça passe pas. Hein. Parking lot. Qui n'a pas de sujet. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est. Donc là, je fais cette manipulation-là. Maintenant, je vais l'expliquer. Hein. En effet. Alors. Là, je mets des mots de liaison, etc. J'attire votre attention, on ne sait jamais. Peut-être dans un autre univers, vous feriez peut-être des mémoires avec moi. Hein. Je n'aime pas du tout les mots de jonction. Je considère qu'une phrase bien écrite, elle coule de source avec le reste. Et donc, il n'y a pas besoin de mots jonctifs pour montrer les relations des trucs les uns par rapport aux autres. Ici, on est bien sûr confronté à un exercice d'écriture universitaire qui fait que j'en rajoute un peu, mais ça n'est pas un style à adopter. Ne rajoutez pas si vous ne sentez pas l'importance de ces éléments-là. S'accompagne aussi du fait qu'il n'est pas de sujet. En effet, les propositions à mode impersonnel en ing n'ont pas de nom de sujet que s'il peut être introduit par la préposition for. Par la préposition for. Hein, ceci n'est pas le cas ici. Hein, voilà. On remarque que la phrase n'est ni correcte sémantiquement, ni correcte. Alors, je le mets quand même, hein, pragmatiquement. Qu'est-ce que je veux dire par ni correct sémantiquement, ni correct pragmatiquement? Au niveau du sens, c'est super bizarre. Je pense qu'au niveau de la syntaxe, c'est bizarre. Mais j'hésite à mettre juste syntaxe. Je pense qu'ici, c'est une question de pragmatique. Vous savez, c'est le genre de phrase de formulation que l'on peut utiliser dans des phrases du type for John to revoke her authorization, she must have done something really important. Et vous voyez que on a une construction qui introduit ici un for. Alors, oui. Alors, attendez, j'essaie de retrouver un exemple. Parce que c'est pas c'est un bon exemple, mais c'est pas un bon exemple de ce qu'on essaie de faire. J'essaie de vous montrer ça avec des choses du type. Voilà, vous avez ça. Alors, vous avez ça. Vous avez des trucs de ce style-là, page 270, 271, quelque chose de ce style-là. Et en fait, soit c'est for, soit ce serait one windows overlooking a small parking lot. Et ça non plus, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ni correct pragmatiquement, voilà. Le sujet. Voilà. Le sujet d'une subordonnée à mode impersonnel est soit introduit par for, soit accompagné du gérondif. Oula. Le gérondif, vous savez, c'est l'exemple que vous avez, page 371. He dislikes Ken watching TV. Hein, quelque chose de ce genre-là. En fait, c'est Ken's watching TV, un truc de ce genre-là. Hein. Et c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait, voilà. Mais I dislike Ken's watching TV, ça fonctionne. His office has one windows overlooking a small parking lot.
elle ne fonctionne pas ici, en fait. Vous le voyez, ce n'est pas un GN sujet. Hein. One window n'est donc pas le GN sujet de la proposition. Quelque chose de ce style-là. Est-ce que ça se voit si je fais ça? Ouais, c'est bon, ça se voit. Donc, ici, j'ai montré qu'il y avait de la proximité avec les relatives. On peut expliquer le ing par le fait qu'il ne s'agit pas d'une relative, mais qu'il s'agit d'une nominale. Cette proposition est donc une nominale. Et donc une nominale, je ne sais pas quoi vous dire d'autre d'ailleurs, hein, qui complète le GN one window sans pour autant l'intégrer. C'est quelque chose comme ça. Hein. C'est une complète. En fait, c'est ce qu'on appelle une complétive. Hein, mais on ne peut pas le mettre. Hein, voilà. Le gérondif. Ah, ça, on n'en avait pas parlé beaucoup. Le gérondif, donc, permet de montrer que ing code alors je vais pas vous mettre la télicité, hein, le fait qu'il s'agisse d'un procès sans fin, hein, quelque chose de ce style-là. On pouvait le mettre beaucoup plus tôt, hein, cette phrase-là, sur le gérondif. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la remonter. Ici. Voilà, quelque chose comme ça. Et ben, j'ai pas mieux, en fait. Hein. Et ça, c'est l'analyse que nous attendons, que j'attends, vis-à-vis du premier style de proposition subordonnée que nous avons vu, c'est-à-dire les gérondives, ce sont des nominales à mode impersonnel. Hein, là encore une fois, je vous renvoie chapitre 26 de la Ria et Rivière, qui s'appelle en plus avec Ruth, il y a plein d'autres gens qui ont participé, hein, mais bon, on va quand même appeler ça la Ria et Rivière par abus de langage. Deuxième proposition que vous aviez à analyser, alors ce n'était pas une proposition justement, et je pense que ça c'était super intéressant. Alors promis, ça va être plus court pour la suite, c'était her coming. Mince. Her coming, alors il est intéressant parce que elle est à la fois... alors il y a des choses, des subtilités à observer dans la description. C'était un nom déverbal, hein. Je veux dire, enfin, je voyais pas comment prendre un nom déverbal plus simple. Je pense qu'il n'y en avait pas dans le texte qui était aussi facile que celui-ci. Et j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises, malheureusement. Hein. La phrase, c'est donc her coming to his office makes him tense. Hein, si je reviens là, sur cette configuration-là, je reprends mon texte, et donc on est à ce moment-là du texte aussi. Donc, her coming to his office makes him tense. Il y a un point final de la phrase d'avant. Je ne sais pas comment certains d'entre vous n'ont pas pigé que c'était un sujet. C'est le sujet de la phrase. Hein, c'est le sujet de la principale. Là, après, vous voyez, il y a une adverbiale, hein, like a teenager whose parents have entered his room. C'est autre chose. Mais il s'agit d'un syntagme nominal composé de quoi? Composé de her. Her, c'est quoi? C'est un déterminant possessif. Ce n'est pas un pronom.
Je pense que j'ai dû faire des points là-dessus l'année dernière, au premier semestre, mais je sais pas comment être plus clair que ce que je vais être là. Je sais pas, I'm thinking about her, par exemple. Je pense à elle. Là, effectivement, her remplace, je sais pas, ma mère, etc. Et ici, il est très pronominal. Il n'y a pas de problème avec cet étiquetage. En revanche, ici, il n'est pas pronominal, il remplace personne. Il est simplement déterminant possessif. Et donc, il va falloir se méfier de cette étiquette, parce que c'est une mauvaise étiquette. C'est une étiquette peut-être qu'on avait utilisé plus, parce que vous étiez plus jeune et plus impressionnable, et qu'on pouvait vous dire que les trucs, ils étaient pronoms, ou alors que, en gros, hein, c'est toujours un peu pareil. Oui, en position objet, il est pronominal. Her. Mais en position possessif, il n'est pas pronominal. On n'a d'ailleurs pas la même chose, et c'est un de ceux qui est un peu casse-gueule, hein, puisque on a passé avec I, me, mine, my, puisque là on a les quatre formes. I, sujet, me, objet, my, c'est là pareil, hein, le possessif, et mine, c'est ce qu'on appelle le génitif de. Là pour le coup, mine, il pourrait être pronominal. Mais encore une fois, méfiez-vous-en bien, hein. Ici, il s'agit d'un syntagme nominal composé du déterminant, possessif, her, et du nom. Ou plutôt, alors, là, soit vous mettez les pieds dans le plat et vous mettez tout de suite du nom machin, soit vous voulez ménager un petit peu. Donc, et d'un élément composé du verbe come et du morphème, pardon. Du morphème ing afin de créer. Ah non, pas, je mets pas, je mets pas tout de suite. Moi, ça me va très bien qu'on parle de non déverbal ici, hein. Non verbal, non déverbal, je rappelle, c'est la même chose. C'est juste pas les mêmes personnes qui utilisent ça. C'est juste un nom qui est tiré d'un verbe, non verbal, ou un nom qui enlève un peu la verbalité d'un verbe, non déverbal. Mais les linguistes qui voient ça, ils le voient juste de deux façons différentes. C'est pas parce que je fais la linguistique contrastive entre deux écoles de linguistique qu'il faut vous perdre là-dedans. Si ça vous dérange, n'en retenez qu'un seul des deux, hein. Marquez pas les deux et me faites pas des problématiques à base de est-ce que c'est un non déverbal ou un non verbal. Parce que là, je vais vous répondre, bah c'est pareil. Et il ne faut pas que je puisse vous répondre c'est pareil, hein. Il faut que je puisse avoir une explication ici. Ici, donc, cet élément composé du verbe come et du morphème ing qui fonctionne en tant que non-tête du syntagme. Alors, ce syntagme est complété, vous le voyez ici. Mince, je vous ai pas mis sur la bonne fenêtre, mais voilà. Ce syntagme se complète d'un complément du nom come, coming, pardon, introduit par la préposition to, qui est un syntagme prépositionnel. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je bâille à chaque fois que je fais une vidéo, alors que franchement, je ne suis pas particulièrement fatigué. Enfin, pas plus que la vie, quoi. Mais donc, le morphème ing qui fonctionne en tant que non-tête du syntagme, normalement, tout le monde est vaguement content. Hop, la problématique s'attache à quoi? La problématique peut s'attacher à... Alors, je vous donne une alternative, hein, c'est-à-dire deux types de problématiques. Problématique A, et là il va me faire la même chose, voilà, c'est pourquoi avoir recours à un nom déverbal. Problématique B, quelle est la nature de cet élément coming. Alors la problématique B, je ne vous cache pas que c'est une problématique un peu bébé. C'est une problématique où vraiment on a un petit peu peur de se faire mal. Alors on met le petit orteil dans l'eau et puis on n'y va pas trop vite parce que quand même, voilà. Je privilégierais des approches comme celle de la problématique A plutôt que de la problématique B. Mais je comprends que vous mettiez des B et je n'enlève pas de points.
Voilà, on en reparlera peut-être les années suivantes, mais là pour le moment, je trouve ça très bien, encore, enfin très 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 bien. Je trouve ça comme c'est, hein, de faire ce genre de choses-là. Bon. Euh, Analyse. Donc, parce qu'en fait, alors analyse. Juste, il faut que vous ayez ces machins-là en tête. Moi, ce que je trouve extrêmement étonnant, c'est on a coming, alors que quand on arrive dans le bureau de quelqu'un, c'est normalement assez rapide. Et bah, tout le texte est au présent, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est on ne sait pas très bien ce qui se passe, égal, euh, on ne sait pas si c'est juste maintenant ou si c'est à chaque fois, mais le reste du texte nous dit bien que c'est à chaque fois en fait. Dès qu'il vient dans son bureau, enfin, pardon, dès qu'elle vient dans son bureau, il est nerveux, mais là aujourd'hui particulièrement, c'est sa venue à elle dans son bureau aujourd'hui le rend nerveux, hein, c'est ça la chose. Puisque on voit bien d'habitude, because she's his boss, Ames nearly always goes to her office, etc. Et derrière, on a machin, la description de son bureau à elle par rapport à son bureau à lui. Donc là, elle vient, elle dit voilà. Donc, pourquoi avoir encore un nom déverbal et quelle est la nature de cet élément coming? Les noms des verbaux désignent habituellement des activités. Vous vous souvenez peut-être, les éléments de cours, et là je vous renvoie, il y a des vidéos, il y a plein de matériel que vous pouvez regarder. Vous êtes absolument inexcusable si vous n'avez pas bossé là-dessus, hein. Je veux dire, là, il y a un moment où malgré la grève, j'ai quand même assuré un service tout le temps. Je sais pas comment faire mieux que ce que j'ai fait, quoi. Les noms des verbaux désignent habituellement des activités qui n'ont pas de fin, hein, qui n'ont pas de fin. Or, le contexte nous laisse à penser qu'il s'agit d'une seule occurrence, attention, occurrence de C, 2 R, donc une seule occurrence de la venue de Katrina dans le bureau. Vous pouvez, à la limite, parler du reste du texte en faisant ce genre de phrase-là. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas en mettre tout le temps et voilà, enfin, gardez ça pour des analyses plutôt littéraires, des choses voilà, un peu différentes. Mais c'est ouais, c'est pas, ça devrait pas être très courant. Enfin, je sais pas. Ouais. Bref. Qu'il s'agit d'une seule occurrence de la venue de Katrina dans le bureau. Donc, tout d'abord, hein, en quoi cela est-il un nom. Vous le voyez, j'ai aussi entre un clavier Mac et un clavier PC. Donc c'est pour ça que là j'ai du mal parce que je dois... c'est pour ça que je fais toujours des bêtises sur les tirets, mais je pense que vous vous en fichez. Donc en quoi cela est-il un nom? Alors, la présence... Et ça, c'est un test que tout le monde a bien fait. Enfin, j'étais hyper convaincue par ce que vous avez mis en place ici, hein. La présence d'un déterminant. Hein, que l'on pourrait remplacer par alors, the coming of Katrina. C'est to his office. C'est hyper laid. C'est hyper laid pour diverses raisons, pour des raisons pragmatiques, pour des raisons de ce que ça, enfin, de double sens. Mais en fait, on a The Homecoming. Hein, on sait qu'il y a d'autres trucs, d'autres composés. Avec Homecoming, vous savez, c'est cette espèce de truc américain où on retourne à la maison, etc. Après avoir été à la fac, hein, si vous voulez. C'est un peu particulier, mais pardon, c'est pas qu'on imagine, c'est on a la perception du fait que Homecoming, the coming of, je sais pas quoi, the second coming of
je crois que ça c'est un truc religieux, hein. C'est ce qu'on dit pour, vous savez, je sais pas pourquoi j'ai un contexte religieux en tête, mais c'est ce qu'on dit pour la seconde venue du Christ, hein, sur la terre, c'est the second coming. Donc on sait très bien que c'est un terme qui est sédimenté, excusez-moi pour syllabe, voilà, qui est sédimenté dans la langue anglaise, hein. La en plus de notre connaissance, en plus de notre connaissance de... excusez-moi, hein, la grammaire de l'anglais n'est pas très compatible avec le... Voilà. Avec l'organisation pour le chat. En plus de notre connaissance du mot coming. Utiliser. Attention, méfiez-vous de cette phrase-là. Ça c'est bof. Ça c'est, vous le savez, je le sais. Je la mets en gris parce que c'est, ouais, c'est pas particulièrement beau. Je vous le rappelle, et ça c'est très bien, personne ne le fait et c'est parfait. N'utilisez pas d'exemples tirés du cours dans vos analyses. Il faut vraiment que vous restiez sur ce qui se passe dans le texte. Donc super si vous ne l'avez pas fait, hein, et je crois que personne ne l'a fait ici. Donc en plus de notre... voilà, vérifie, donc permet de vérifier qu'il s'agit bien. Vous le savez, hein, enfin, je vais dire des choses bêtes et puis voilà. On peut pas mettre the avant un adverbe. On peut pas mettre un article avant un adjectif, à moins qu'il s'agisse d'un groupe de gens. Vous savez, alors ouais, the deceased, c'est peut-être l'exception, mais je sais pas, the poor, pour les gens pauvres. Voilà, the poor, il passe comme ça. Donc la présence des permis, en plus, permet de vérifier qu'il sait bien, non? Je pense que c'est parce que je parle en continu et que j'ai le nez bouché, en fait, donc il y a un moment où je m'auto-asphyxie. Enfin, je respire pas assez. La présence de déterminant titi, ok. Nous pourrions. Alors, je peux, hein. Je peux également. Ah. Ça, c'est un texte que pas mal d'entre vous ont fait, c'est très bien. Je peux également ajouter un adjectif entre les deux éléments qui ne changerait, qui ne serait... Alors, c'est pas qui changerait pas, ne serait pas inacceptable ici. Donc, ce qui ne serait pas inacceptable dans ce contexte. Hein, the sudden coming into... ou her sudden coming into his office. Ça fonctionne très bien. Her sudden coming into his office. Pardon, c'est to his office, mais c'est pareil. Bon, c'est pareil, sauf que je corrige quand même parce que, voilà. On fait les choses bien. Voilà. Est tout à fait acceptable. Et tout à fait, je sais pas, correct. Donc coming et donc utilisé comme... pardon. Je sais pas pourquoi ils pensent qu'on est en anglais des États-Unis alors que très clairement il n'y a rien en anglais. Enfin, il y a 2-3 phrases mais il n'y a pas de... Voilà. Et donc utilisé comme un nom. En revanche, pourquoi utiliser un... Oh bordel. Un nom déverbal lorsqu'il représente souvent des... Qu'est-ce que j'essaie de dire? En fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est ce que je vous ai expliqué. Her smoking does not disturb me. Le fait qu'elle fume me dérange pas. Mais he's coming into his office, ou her coming into his office, bah c'est juste soudain. Alors que, voilà.
Donc, en revanche, pourquoi utiliser un nom déverbal lorsqu'il représente souvent des réalités continues? Alors, donc nous pourrions... Ah oui, et puis je peux le mettre aussi ici. Hein. Donc nous pourrions avoir le mot arrival. Je sais pas. Oh, crotte. J'en ai un, mais je ne le retrouve plus ni en français ni en anglais. Donc c'est her eruption to his office. Voilà, quelque chose comme ça. Her eruption. Ça marche très bien en français, beaucoup moins bien en anglais, donc bof. Mais voilà. Nous pourrions avoir her eruption, etc. Mais le choix d'un verbe en forme ing s'explique comment? S'explique. S'explique par. S'explique par quoi? Alors, donc par le fait qu'il n'y a pas d'autre morphème de dérivation que ing pour créer un nom. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous le savez, l'anglais, c'est une de ces langues hyper plastiques, le français aussi dans une certaine mesure. Hein. J'ai une base qui est souvent une base verbale, à partir de laquelle je vais faire plein de mots. Acte, en français, donne acteur, donne un acte, donne, alors pas agir directement, mais en fait c'est la même racine, etc. Et vous, action, et acte et action, c'est pas la même chose. On a donc plusieurs morphèmes pour dériver de la racine acte la même chose, suivant qu'on met un E ou un ION derrière. Et vous le voyez bien, hein, l'action d'une pièce c'est ceci, mais un acte d'une pièce c'est cela. Je sais pas, il y a eu une action forte dans la rue et non pas un acte fort, et ainsi de suite. Hein. Ce sont des mots au sens extrêmement proche, mais qui n'ont pas le même sens parce qu'ils n'ont pas le même morphème de dérivation. Et un acteur, c'est la personne qui, etc. etc. Donc, il n'y a pas d'autre morphème de dérivation que ing pour créer un nom ici. Hein. C'est dans ce cas. Que ing pour créer un nom. Her, alors, quelque chose du type her come to his office. C'est absolument inacceptable, ça. Hein. C'est même pas point d'interrogation, hein. C'est astérisque immédiatement. Hein. Come to his office n'est pas acceptable du tout. Alors, qu'est-ce qu'on... Là, je vais vous faire une petite réponse à l'oral et puis ensuite je vais l'écrire hein, comme je vais pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça du coup? Pourquoi est-ce qu'on utilise un machin qui est qui pourrait être remplacé, qui pourrait être autre chose? Pourquoi on a un ing? Un ing, il permet effectivement la dilatation, il permet le commentaire, il permet plein d'éléments. Mais ici, c'est simplement en fait, alors, une différence sémantique, me semble-t-il. Je vais baser ma différence sémantique uniquement sur Arrival parce que Eruption, c'est vraiment beaucoup plus violent. C'est une surtraduction ou une surinterprétation. Donc, le mot Arrival ne correspondrait qu'au moment où elle franchit le seuil du bureau d'Ames. Ce qui n'est pas le cas de Ames. Ce qui n'est pas le cas de coming, qui correspond à toute l'action de décider de venir, de rentrer, de venir, de rentrer, etc. Hein, il y a une petite dilatation dans le temps, ce qui correspond à la valeur subjective
de ing hein, dans cette utilisation par rapport à celle de arrival. Voilà, je pense que ça, c'est encore une fois, hein, ça ce sont des corrections. Je m'attends pas à ce que vous mettiez ça dans vos copies. Je m'attends à ce que vous ayez le début de... moi, je suis déjà en train de faire un marathon à cloche-pied, en fait. Mais parce qu'en fait, heureusement, c'est pas moi que j'évalue dans mes copies, c'est vous. Et ça m'intéresserait pas. Si vous êtes au même niveau que moi, c'est vraiment génial pour vous. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Là, je mets vraiment des choses très développées et un peu conceptuelles parce que je voudrais que vous compreniez où il faut aller. Où il faut aller quand on est très bon en grammaire, quand on veut vraiment faire de la grammaire, etc. etc. hein. Voilà, je ne force pas votre niveau grammatical ou quoi que ce soit avec mes phrases, avec mes phrases diverses. C'était, je pense, les deux plus difficiles. Enfin, les deux plus difficiles. Overlooking a small parking lot, pour moi, on en avait fait des caisses sur des nominales à mode impersonnel. Des noms des verbaux, c'est vrai que... Alors, le texte était merveilleux pour ça. Hein. Le texte, il m'a permis d'en avoir un rapidement, et c'est chouette. Et donc, je finissais avec is happening. Is happening, alors là, j'ai pas compris non plus. C'est une référence à plein d'autres éléments. Alors, je vais prendre mon texte, voilà, je la surligne. This is happening, et là je remets sur la scène, voilà. Vous le voyez, c'est well, it's real, it's happening. Et là, she says. This is happening, c'est une phrase complète. C'est une principale, c'est une matrice. Mais c'est pas une matrice puisqu'il n'y a rien dedans. Hein. C'est de la même façon. Vous n'êtes pas une femme enceinte en devenir si vous avez des ovaires, par exemple. Et bah de la même façon, ça c'est pas une matrice. Parce qu'il n'y a rien dedans. Hein. C'est juste une proposition principale. Ou c'est juste une phrase complète. De la même façon que les gens qui ont des ovaires sont pas des gens peut-être enceintes. Si on sait qu'elles sont pas enceintes. Donc, l'importance de cette phrase, me semble-t-il, c'est le fait que là, je fais vraiment un back to basics, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on analyse, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait sur les nominales à mode impersonnel, comment est-ce qu'on analyse cette ing? C'est ça qui m'intéresse. Je vous rappelle également que le verbe est le verbe et le verbe est le verbe. Ce que je veux dire par là, c'est, vous savez, c'est une référence bien sûr à Shakespeare. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature du verbe, c'est verbe, la fonction du verbe, c'est verbe, parce que verbe, il fait verbe. Et il fallait que je le voie. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, l'ont bien remarqué hein, et en ont fait une très bonne description. Donc, c'est ce syntagme et le verbe de la proposition principale. Si vous avez analysé this dedans, on parle bien sûr non pas de verbe de la proposition principale, mais ce syntagme est la proposition principale composée de this, de la verbe de proposition principale, dont this est le sujet. Juste, je reviens là-dessus. This, quelle est sa nature? La fonction, on voit bien, c'est sujet. La nature, c'est pronom déictique. Je ne sais pas pourquoi, il y en a plein d'entre vous qui m'ont parlé de déterminant. Il détermine quoi? Il détermine personne. Là, pour le coup, s'il détermine personne, eh ben, il n'est pas déterminant. Prenez mon truc sur les gens qui ont des ovaires sont pas tous enceintes. C'est pas parce qu'on a des ovaires qu'on est enceinte, et bah de la même façon, c'est pas parce qu'on a une tête de this qu'on pourrait faire à un moment donné déterminant qu'on est déterminant. Si on a rien à déterminer, on n'est pas déterminant. Donc voilà. Ce syntagme est le verbe de la proposition principale dont this est le sujet. Point. Alors, il y a des gens qui sont rentrés dans des trucs incroyables en mode tout ça, c'est l'objet de she says. Ne vous fourvoyez pas. Je vous mets aussi des choses comme ça pour que les erreurs soient constructives. Vous le voyez, le contexte général, je remets ça. Le contexte général, c'est du discours direct. Well, it's real, it's happening.
et du discours indirect, hein, des présents de narration, hein, she says. Les deux éléments sont complètement disjoints les uns des autres, et vous avez quand même un énorme truc qui peut vous aider, qui doit vous aider normalement, c'est la présence des points. La présence des points, la présence des majuscules, c'est absolument vital dans la compréhension des phrases. Et la grammaire, elle n'échappe pas à ça. C'est super important de les percevoir, ces bornes-là. Et donc de ne pas imaginer que she says, c'est la principale, et que it's happening, c'est this is happening, c'est l'objet. Je vous ai bien dit pendant l'examen que je ne voulais pas que vous analysiez this pour éviter que vous analysiez this. On le sait, c'est pas it is happening, c'est this is happening, on attire l'attention, etc., etc. Bon, tout ça est bel et bon. Vous comprenez bien ce qu'on a fait au premier semestre, c'est maintenant obsolète. C'est maintenant plus du tout des choses qui nous intéressent aujourd'hui. Ce syntagme est donc le verbe de la proposition principale, et le verbe de la proposition principale dont this est le sujet. La problématique portera sur le choix de l'aspect progressif dans cette phrase. Et ça, c'est une problématique qui mange pas beaucoup de pain, mais qui est correcte, hein, qui se tient d'elle-même et qui fait le taf, quoi, qui fait bien le taf. Je passe à la suite. Donc, la problématique portera sur le choix de l'aspect progressif dans cette phrase. Bon. Tout d'abord, l'aspect ing du verbe permet de... Alors. Ah oui, d'ailleurs, en forme bi plus ing. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Pardon. Excusez-moi, c'est les coulisses, hein. Il y a toujours un petit bordel dans le fond. Hein. Ce syntagme est le verbe en forme bi plus ing de la proposition principale dont this, pronom dialectique, est le sujet. Moi, ça me semble relativement clair. La problématique portera sur le choix de l'aspect progressif dans cette phrase. L'aspect ing du verbe permet de donc créer un commentaire et de dilater l'action, ou le procès plutôt, hein, le procès. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? 2 points, quelque chose comme ça. Ce que j'essaie de dire par là, c'est la même phrase au discours direct, pas au discours direct, à l'aspect simple. Ah merde, pardon, pas du tout le même sens. This happens veut dire que être enceinte. Ah mais c'est pour ça que je fais des références au fait d'attendre des enfants ou je ne sais quoi, parce que le texte il parle que de ça en fait. Être enceinte arrive de temps en temps à certaines femmes et revêtirait un aspect, non pas un aspect, parce que l'aspect grammatical c'est pas l'aspect de la phrase littéraire que j'essaie d'écrire, et revêtirait un caractère je sais pas, d'occurrence habituelle. Merci à Word de m'avoir corrigé sur occurrence habituelle, habituelle. De temps en temps. C'est ce que j'essaie de dire par là. Hein. From time to time, this happens. Ok, mais from time to time, this is happening ne marche pas.
Vous le voyez, en fait, ici, il n'y avait pas 1000 trucs à dire en vrai. Je pense que c'était absolument vital que vous voyiez pourquoi on utilisait ça. Vous voyez bien qu'on manipule les verbes en tout plus base verbale nue, ing, les verbes à mode personnel, etc. Moi, je pensais naïvement qu'on avait quand même fait assez un point sur ing pour voir aussi son pendant. Non pas dans des propositions subordonnées, mais dans des principales où il est en concurrence avec l'aspect simple. Et là, je pense que c'était vital de parler de cet aspect simple. Mais from time to time, this is happening ne marche pas. Vous le voyez, là j'ai créé un test. Enfin, je veux dire, c'est pas un test pérenne, le truc avec from time to time. Mais ça me permet juste de voir ou de tester le fait que on peut avoir un ing qui est sériel ou un ing qui est au contraire unique, hein, à valeur unique. ing a une valeur d'unicité, hein, d'unique, qui insiste sur le fait que le procès d'être enceinte, d'attendre un enfant à 2, est en cours. Et que... Alors, je pense qu'à la limite, on se fiche de voir que c'est la fin, vous voyez. C'est-à-dire que... Et en plus, je pense qu'il y avait un autre truc qui était important, enfin qui était intéressant, qui aurait été intéressant peut-être à faire, c'est de regarder well. Well, tout va bien. C'est, vous savez, le truc d'introduction où vous rentrez dans une pièce et vous dites alors. C'est exactement la même chose. As an aside d'ailleurs, si vous prenez la parole devant des gens en anglais, par pitié, faites que le premier mot qui sort de votre bouche ne soit pas so. Parce que ça, c'est plutôt un gallicisme, hein, c'est un calque du français vers l'anglais. Mais en plus, c'est vraiment affreux. Et vous le voyez, les anglophones, ils font well. Donc faites un well. Si vous avez besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc, well, it's real. Là, c'est super factuel. Elle pose la réalité du truc. This is happening. This, c'est le but qu'ils avaient. Is happening. On dilate parce qu'on est impliqués tous les deux. Et ça qui est important. Hein. Avec une forte implication du co-énonciateur. Est-ce que j'ai besoin de parler de, je sais pas quoi, les relatives, les subordonnées? Non. Là, on n'est pas dans ça n'est pas un cas de subordination, c'est juste un cas où la principale utilise la valeur de ing comme la valeur de ing aspect progressif est faite. Donc, c'est une sous-utilisation de cette ing. C'est donc une valeur du présent progressif, crotte, qui montre l'implication forte de l'énonciateur et du co-énonciateur dans ce fait, appuyé par it is real juste avant et des éléments extralinguistiques et exogènes, hein, si vous préférez. Comme les... Alors, j'ai aucune idée de ce que ça fait, les trucs de maternité, là. Mais les print-outs de machin, là, je sais pas, je pense que c'est quoi? C'est ah merde, voilà, c'est pour ça j'ai vraiment pas le vocabulaire de ça. C'est des échographies, je pense, donc c'est pas des photos, je vais plutôt enlever mon photo parce que ça fait vraiment ça fait bébé, comme les échographies. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, je sais pas quel montre. Un truc de ce style-là. En fait, ce que j'essaye de voir là, et ce que ce syntagme permettrait, j'espère, d'explorer, c'est le fait que la grammaire, elle se fait au niveau de la phrase,
mais elle se fait aussi au niveau du texte. C'est-à-dire que le contexte général, il est mais ultra important et que normalement, vous devriez avoir aussi la connaissance du fait que ben on n'a pas que je sais pas on n'a pas que la phrase qu'on regarde, on a aussi les autres phrases. On n'a pas que les éléments du texte linguistique que les personnages se disent, on a aussi le reste. Je pense que tout ça vaut la peine d'être exploré. Si on a peu de choses à dire, parce qu'en fait, là, il est assez transparent ce syntagme-là. J'aurais approuvé, j'aurais vraiment aimé des éléments qui donnent plus sur des choses de ce style-là. Je vous rappelle aussi que bien qu'on ne fasse pas de problématique sur ce qu'on a vu au semestre précédent, puisque ça c'est obsolète, c'est plus le principe du semestre précédent, on peut toujours rappeler des éléments, comme là, je sais pas, les valeurs anaphoriques, ou des choses de ce genre. Enfin, il n'y a pas d'anaphore d'ailleurs ici, hein, mais c'est les éléments extra-linguistiques, etc., etc. Là, la forme de ing, vous le voyez, hein, en fait, quand on a pu en parler dans les nominales à forme à mode impersonnel, c'est parce qu'on avait construit sur ce que vous connaissiez déjà, sur l'aspect simple et l'aspect progressif. C'est pour ça qu'on a revu un petit peu de l'aspect, c'est pour ça qu'on a revu un petit peu la façon dont les procès-verbaux s'organisent. C'est pour ça que vous connaissez des termes comme l'activité versus une action, versus un ponctuel, etc. C'est des considérations qui sont importantes. Hein. Il faut quand même voir la grammaire comme une espèce de gros continuum qui se suit, entre guillemets. Bon. J'espère que ça vous a plu, que cette correction était utile. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à très vite pour le rendu des copies et puis le débrief en vrai, entre guillemets, mardi prochain. Merci beaucoup. Au revoir.